commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Alors nous l'avons annoncé au début de cette rétrospective, Pero Oluara, le patron de CPL TV, il est journaliste, analyste politique qui vient d'atterrir sur ce plateau. Il y a eu un embouteillage terrible. Hein? Terrible. Je voudrais ici vraiment présenter des excuses à vous et à nos téléspectateurs. Vous savez que moi je suis très très ponctuel quand il faut venir, mais je vous avoue que j'ai mis 1h30 dans les embouteillages. Voilà les vraies questions sur lesquelles nous attendons des gens qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est infernal de vivre à Kinshasa parce que les embouteillages sont monstrueux et qu'on ne peut pas rouler à Kinshasa. Quand on dirige les gens, on est là pour apporter des solutions à leurs problèmes. Les gens ont des problèmes de salaire, les gens ont des problèmes pour se nourrir, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'eau. Et nous avons des autorités qui n'ont pas d'inventivité, qui n'ont pas d'imagination pour nous sortir de ces bourbiers d'embouteillage. Ça devient compliqué. Et pourtant, on a un projet Tchilé-Gelou qui, je pense, évolue bien. Hein? Vous pensez? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le projet Tchilé-Gelou. Ce que je connais de Tchilé-Gelou, c'est que c'est un projet extra-budgétaire comme le projet 100 jours, qui a été inventé comme ça, sans pour autant passer par le Parlement, qui n'était pas dans le budget de l'État. Et ce que je connais aussi des projets Tchilé-Gelou, c'est le rapport que l'IGF avait publié lorsqu'il nous parlait des 13 millions de dollars américains qui auraient pris une destination inconnue. À l'heure où nous parlons, ils ne nous ont pas encore dit est-ce qu'ils ont mené des enquêtes là-dessus, est-ce que c'était faux, est-ce que c'était vrai. En clair, c'est un peu à l'image de la gestion de la République faite par l'UDPS, où on vous sort comme ça des projets sans pour autant les justifier, sans pour autant étudier leur sérieux, leur faisabilité. C'est à l'image des 100 jours, c'est à l'image des Tchilé-Gelou, c'est à l'image de la gestion de l'UDPS depuis qu'ils sont au pouvoir. Et Pero Oluara est un habitué de ce magazine. Vous avez eu à suivre, avant de monter sur ce plateau, plusieurs reportages. Vous allez choisir un reportage de choix pour un commentaire. Non, mais le reportage qui m'a intéressé, c'est le reportage de blocs. Vous savez, le journaliste, c'est l'actualité. Cette affaire des blocs entre Martin Fayulu d'un côté et Joseph Kabila de l'autre est une question d'actualité dès lors. Et moi, ça m'a énormément intéressé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nos amis qui sont au pouvoir, l'UDPS est en train d'organiser pour tirer sur une sorte de fibre de chantage et faire peur aux gens pour qu'ils n'aillent pas à ces blocs. Et l'UDPS utilise notamment le nom de Kabila. Vous savez, ils disent aujourd'hui, Kabila, c'est vrai, est-ce qu'on ne peut pas s'unir avec Kabila, vous l'avez combattu? Non, mais moi j'ai dit qu'à l'heure où nous parlons, l'Union sacrée qui a décidé de faire un passage en force dans la question électorale, notamment avec Denis Malonda, a besoin d'avoir un rapport de force avec lui. Et la République est en danger. À mon point de vue, lorsque la République est en danger, lorsque notre histoire, comme peuple, comme nation, lorsque notre intégrité comme citoyen d'un pays est en danger, il n'y a plus de Kabila, il n'y a plus de Fayulu, il n'y a plus de Katumbi, il n'y a plus de Tshisekedi. J'encourage ces blocs-là. Il va falloir que les Congolais aient pris des paix, des bons sens, puissent se mettre ensemble pour opposer une résistance à cette forfaiture que l'Union sacrée veut nous imposer avec cette affaire des Denis Kadima. Mais qu'est-ce que vous attendez par passage en force, Pero Oluara? Passage en force, lorsque nous savons qu'à plusieurs reprises, le président de l'Assemblée nationale a renvoyé le confession religieuse à un consensus. À plusieurs reprises, cela fait plus de 4 mois que cette histoire persiste. Non, attends, c'est une escroquerie politique que l'Assemblée nationale était en train d'organiser. Ils savaient qu'ils avaient un pion à l'intérieur des confessions religieuses qui s'appelait Dodo Nkamba. On sait dans quelles conditions Dodo Nkamba est arrivé dans cette affaire des confessions religieuses. Il a pratiquement fait un coup d'État contre Soni Kafuta. Il arrive là dans des conditions qu'on le sait et il avait l'instruction de tout bloquer. C'est-à-dire que pour la consommation extérieure, les gens s'organisaient pour dire tu leur donnes encore 72 heures, tu leur donnes encore 72 heures. Regardez, il faut une désignation alambiquée, catastrophique, où Dodo Kamba et son groupe s'organisent sans pour autant trouver consensus et ils vont à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Là, c'est encore grave. Lorsque vous lisez la lettre du président de la République du mois de juillet dernier, où M. Tshisekedi remettait en cause la question de la désignation de M. Ronsard Malonda, le président de la République a évoqué 2 raisons majeures. La première raison, le président de la République évoque le fait qu'il ne peut pas prendre acte de l'entérinement de M. Malonda. Parce que, selon M. Tshisekedi, président de la République,
Ronsard Malonda a été désigné sans consensus. Et le président ne s'arrête même pas là. Lisez bien la lettre du président. Le président va trouver des béquilles dans la position de l'Église catholique et de l'ECC. Il évoque notamment le fait que l'Église catholique et l'Église de Christ au Congo ont refusé l'élection de Malonda. Premier élément. Deuxième élément. Le président de la République dit à Mme Mabunda qu'il ne peut pas prendre acte de l'enterrement de Ronsard Malonda. Pourquoi? Parce que des personnes qui ont déposé les PV à l'Assemblée nationale n'étaient pas attitrées. Ils n'avaient pas qualité. Mais, Madame Laurette Mandala, dites-moi quelle différence il y a aujourd'hui. Et aussi, cette désignation n'était pas inscrite à l'ordre du jour à l'époque. Oui, là, ça c'est entre autres un élément. Voilà, un autre élément que on est en plein dedans. Le président de la République a créé une jurisprudence avec sa lettre. Nous n'avons pas de consensus. Et les deux églises évoquées dans la lettre du président de la République, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, ont refusé. Deuxième élément, Dodon Kamba n'avait pas qualité d'aller déposer les PV. Ça, c'est une forfaiture. Une autre chose, lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, la loi est claire. La loi parle d'une commission paritaire. Nous parlons tous français, Madame Laurette Mandala. Paritaire est un adjectif qui vient du mot parité. Or, parité en français veut dire égal. 5. Mais Mbosso va mettre en place une commission unicolore qui n'est de parité que de nom, où il n'y avait pas d'opposition. Deuxième élément. Il n'y avait que le membre de l'Union sacrée. Deuxième élément. Quand vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, l'article 53 est clair. Il dit qu'on ne peut pas avoir un cumul entre un président de la commission permanente et une commission spéciale. Or, Mbata, qui a été président de la commission paritaire nommé par Mbosso, est aussi président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Donc on devait donner la présidente de cette commission paritaire à une autre personne, pas à Mbata. Mbata ne pouvait pas faire des cumuls, à la fois président de la commission paritaire, mais aussi commission de la commission PAJ. Donc, en clair, l'Assemblée nationale, juridiquement, n'était donc pas légalement saisie. Or, vous le savez en droit que les procédures tiennent en état le fond. Lorsque la forme, la procédure n'est pas respectée, on ne peut donc pas dire que l'Assemblée nationale avait le droit de pouvoir tabler sur cette question-là. Et même à l'intérieur de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée avec Mbosso en tête et le professeur Mbata, ils ont donc décidé de pouvoir faire un passage en force. Et à l'heure où nous parlons, la République est en danger. Parce que vous le savez, la question des élections est une question éminemment politique, une question qui a à l'intérieur d'elle l'ADN de la tension. Le Congo n'a pas besoin de ça. Et moi, je me dis, c'est un... Le danger, c'est quoi? C'est quoi la crainte? Lorsque vous dites tout le temps que la République est en danger, c'est quoi votre... Non, mais la République est en danger parce qu'on ne peut pas avoir un arbitre qui est contesté bien avant le match. On plante les décors d'une contestation. Or, on est en Afrique, on est dans ce pays. Nous avons eu 3 cycles électoraux avec Kabila. Nous connaissons ce que ça donne. Les tensions. On plante les décors des tensions. Et lorsque les décors des tensions sont plantés, vous le savez que la tension amène à des troubles, à des problèmes. Et ça met la République en danger. Ça met notre avenir et notre devenir comme nation, comme peuple en danger. Lorsque la République est en danger, il n'y a plus besoin d'aller faire des calculs en disant Kabila nous faire peur comme ils sont en train de le dire. Mais contrairement aux autres qui détestent Denis Kadima, vous ne faites pas allusion au fait que Denis Kadima appartient à la même espace linguistique que le Non, moi je ne suis pas dans les débats d'individus. Voilà. Denis Kadima, j'ai lu son CV, c'est un monsieur compétent. En termes de compétences, il est compétent. Je n'ai pas un problème avec Denis Kadima comme individu. Denis Kadima comme Kassaye, je n'ai aucun problème. J'ai lu son parcours, j'ai lu son CV, je pense que l'homme mérite d'être président de l'Assemblée nationale. Mais le CV à lui seul ne suffit pas. Il mérite d'être président de la CENI. Mais les CV à lui seul ne suffit pas. Je suis contre le procédé, la méthode qui a été utilisée par nos amis de l'Union sacrée avec Mbosso en tête et Mbata. Alors, ce bloc-là, on sait tous, la politique est dynamique, nous disons toujours. Tout peut basculer selon le temps, selon les circonstances. Il y a le bloc qui est né et ce bloc annonce une manifestation pour le 6 novembre. Mais Père-Loire, nous avons l'expérience de coalition dans ces pays. La dernière en date, la plus grande, c'était le rassemblement qui a été disloqué à Genève, vous vous rappelez. Mais quel crédit donnez-vous à ce bloc qui vient de naître? Moi, je vais dire à nos amis ceci. Ici, il ne s'agit pas d'une coalition. Ici, il ne s'agit pas d'une plateforme. Ici, il s'agit d'un rassemblement des circonstances parce que les gens se retrouvent devant une question d'injustice et une question de passage en force. L'objectif ici est de créer un rapport de force
contre l'union sacrée et sa forfaiture par rapport à la désignation de Denis Kadima. Une fois qu'on aura atteint l'objectif, soit en ramenant nos amis de l'union sacrée à la raison pour qu'on leur dise... Mais est-ce que ce bloc peut changer quelque chose? La manière dont nous voyons les événements. On a vu Kabouya qui s'est levé, le secrétaire général de l'UDPS, qui a parlé d'une coalition, d'une union contre nature. On a l'impression qu'ils ont l'intention d'évoluer, d'avancer. Est-ce que ce bloc va changer quelque chose? Kabouya a raté tout simplement l'occasion de se taire, madame. Il faut demander à Augustin Kabouya de se taire, et sur cette question-là, le secrétaire général AI de l'UDPS a vraiment raté l'occasion de se taire. Quand il nous dit que les gens se sont réunis avec Kabila, les anciens collaborateurs de Kabila, Kabouya oublie de nous expliquer que Kabound était sur un cheval dans ce pays. Vous vous rappelez des images? Ils sont allés se réunir à Mbouela Lodge, qui appartient à M. Antoine Gonda, un très proche de Joseph Kabila. Et c'était l'UDPS. Alors que pendant 18 ans, l'UDPS nous a dit que Kabila était un Rwandais. Kabila, son père, n'était pas son père. Kabila a détruit ce pays. Amenez-le-moi vivant ou mort. Tout le monde se souvient de ça. Mais l'UDPS n'a pas eu honte dans ce pays à aller convoler annonce avec M. Kabila, à former un gouvernement avec Kabila. Donc aujourd'hui, M. Kabouya ne peut pas opposer aux gens le fait qu'ils aient décidé d'aller en alliance ou en coalition contre cette affaire avec M. En politique, tout peut basculer. Tout peut se faire. Le plus important ici, le plus important ici, il faut que les Congolais se rendent compte. Moi, j'appelle nos politiques, nos forces vives, nos ONG de défense des droits de l'homme, les forces vives de la nation à se mettre ensemble pour barrer la route à cette forfaiture que l'Union sacrée a mise en place avec la désignation des Mata. S'il faut qu'on se règle les comptes, on va les régler après. À l'heure où nous parlons, la République est en danger. L'Union sacrée a décidé de faire un passage en force. Moi, j'estime que le fait d'avoir désigné Denis Kadima dans les conditions que je viens de vous décrier met mon pays en danger, et les bons esprits doivent se mettre debout pour dire à l'Union sacrée, pour dire à M. Mbosso, pour dire à M. Mbata que ce pays ne vous appartient parce que vous avez fait une forfaiture. Nous disons non. Ah bah, ils ne voient pas de la même manière. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est comme ça que je dis. Il y a, de l'autre côté, on a suivi l'analyse de Bemba, la position de Jean-Pierre Bemba sur la CENI. Vous avez suivi? Non, mais il n'a rien dit, Jean-Pierre Bemba. Il souffle le chaud et le froid. Vous savez qu'aujourd'hui, politiquement, Jean-Pierre Bemba n'a pas encore décidé. Est-ce qu'il veut vraiment aller avec M. Il n'a pas donné une position claire. Non, il n'a pas donné une position claire. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a décidé de jouer à l'enfant tiède. Il n'est ni chaud ni froid. C'est par rapport aux intérêts. Vous savez que Jean-Pierre Bemba revient d'une situation compliquée à la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba n'a pas encore d'avenir politique dans le pays parce qu'on ne sait pas si la nouvelle loi électorale qui sera mise en place va lui permettre de se présenter comme candidat président de la République. Logiquement et stratégiquement, toute position que Jean-Pierre Bemba prendra aujourd'hui de manière ferme risque de se retourner contre lui. Il joue la sagesse. Moi, je le comprends. Moi, j'aime bien cette phrase. J'ai lu Jean-Pierre Bemba hier. Le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI ne garantit pas la victoire électorale, et le fait de ne pas avoir ne renvoie pas non plus à un échec. Non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire quoi? Là, il contente tout le monde. Il dit le fait d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale ne garantit pas la victoire. Là, il fait semblant de s'attaquer à Tshisekedi. Et d'autre part, il dit le fait de ne pas avoir ne dit rien. Il s'attaque aussi à Moïse Katumbi et aux autres. Donc, lui, à l'heure où nous parlons, il est dans l'impossibilité d'avoir des positions tranchées. Il joue aux équilibristes, il souffle le chaud et le froid. Évidemment, il a des problèmes. Quand on a été arrêté pendant 10 ans, il ressort. Peut-être qu'il doit encore se refaire économiquement, financièrement. Moi, je ne tiens pas rigueur à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, je connais sa position. Toute position tranchée aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba risque de se retourner contre lui. Donc, il joue aux équilibristes et c'est tout à fait normal. Alors, pour les élections, nous parlons des élections, nous parlons de la CENI. Vous avez suivi un sondage qui a placé Félix Tshisekedi en tête des élections de 2023 avec 32% d'intention de vote avant Katumbi et avant Fayulu. Et ce sondage insiste que le peuple va renouveler la confiance à Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, je t'entends dire qu'il y a un décor de contestation qui a déjà été planté. De l'autre côté, on crie déjà à la réussite. À la victoire, on voit une victoire. Il y a des sondages qui parlent déjà de la victoire de Félix Tshisekedi. Un autre camp, un bloc qui vient s'organiser pour barrer la route, qui parle de la dictature. Et les autres se demandent, mais la dictature, c'est à quel niveau? On est dans cette situation, Pérolouard. Non, mais moi, je ne crois pas à ces sondages-là. Aujourd'hui, je ne connais pas la maison qui a publié ces sondages-là, le sérieux, la crédibilité de cette maison. Vous allez créditer M. Tshisekedi des 32% aujourd'hui. Quel est le bilan de M. Tshisekedi? La gratuité de l'enseignement. Il y a gratuité dans ce pays? Vous savez que ça fait un mois que les enfants ont repris l'école.
mais il y en a qui n'étudient pas. La gratuité de l'enseignement. L'état de droit. Attendez, parlons-en, la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement est un concept, est une condition qui est inscrite dans notre constitution de la République. M. Tshisekedi avait raison de pouvoir les mettre en place, mais de quelle manière? C'est ce que j'ai dit. C'est ça l'image de la gestion de l'UDPS. Tilé, Gelou, 100 jours, gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire que pour des raisons de populisme, on vient, on les décrète. Et on va aller emprunter plus d'1 milliard de dollars américains pour soutenir les 2 premières années. Et après, l'État n'a pas pris soin de se dire la gratuité de l'enseignement, nous allons les mettre en place, voici les conditions, voici ce que nous allons faire. Vous allez prendre la gratuité de l'enseignement pour sacrifier la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons sacrifié la qualité de l'enseignement de nos enfants sur l'autel de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que c'était une mesure qui était réfléchie, qui était opportune, bien même qu'elle soit constitutionnelle? J'ai dit non. Vous n'allez pas me parler de la gratuité de l'enseignement. J'ai dit aujourd'hui que la gratuité de l'enseignement, pour moi, ce n'est pas une réussite. Vous me parlez. Je les entends dire, ils disent 6 millions d'élèves ont repris les bancs de l'école. Les bancs de l'école. Mais dans quelles conditions, Madame Mandala? Est-ce que vous, tel que je vous connais, vous pouvez envoyer, vous, votre enfant, aller étudier dans une école de gratuité, tel que je vous connais? Par l'amour que vous avez de vos enfants, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Parce qu'une école où vous avez 30 élèves, l'État n'a pas pris soin de construire des bâtiments. L'État n'a pas pris soin de se rendre compte de la qualité de vie de l'enseignant. L'État a lancé de manière alambiquée la gratuité de l'enseignement sans pour autant prendre le soin de se rendre compte de la situation. Et la gratuité de l'enseignement a sacrifié la qualité de l'enseignement. Pour moi, c'est pas une cette gratuité aujourd'hui a mis l'Église catholique face à l'État. Ah ben voilà, il y a une guéguerre. Non, mais justement, mettez-vous à la place de cet enseignant qui enseignait par exemple à Boboto ou à Bosangani. Qui gagnait 700 $, 800 $. Vous amenez votre gratuité, vous lui demandez de partir de 700 $ à 150 $ ou à 200 $. Entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous lui pillez son argent avec RAM. Vous mettez en place le RAM. Et part de 800 $ à 200 $, vous lui ajoutez le RAM où on prend ses unités et vous lui dites que le RAM... Attendez, on gère comment la République? On gère comment la République? Et ils ne veulent pas qu'on leur dise ça. Ils ont l'impression que l'UDPS a l'impression qu'il a les monopoles de tout. Personne ne peut dire quelque chose. Ce n'est pas du tout normal. La gratuité de l'enseignement, pour moi, ce n'est pas une réussite. C'était une bonne idée, mais si elle était bien réfléchie, si elle était bien mise en place. Vous parlez de l'état des droits. De quel état des droits vous parlez? Où est aujourd'hui Eteni Longondo? L'état des droits existe lorsqu'on arrête les gens. Madame, moi, dans ma conception à moi, l'état des droits ne se résume pas à l'arrestation des gens. Non, pas du tout. L'état des droits est un état dans lequel les principes prennent les pas sur les individus. L'état des droits est un état dans lequel le droit prend les dessus sur les individus. Ce qui se passe dans mon pays, c'est de la proclamation. Dans le fait, je ne vis pas encore l'état des droits et je ne peux pas dire... Là, c'est le bilan. Hein. Là, vous parlez un peu du bilan du président de la République. Non, moi, je ne parle pas du bilan. Je ne fais pas les bilans du président de la République. Je parle de l'état de droit. C'est son bilan, l'état de droit, la gratuité de l'enseignement. Et nous avons l'état de siège aussi. Ah ben là aussi, il y a des problèmes. L'état de siège, le groupe armés qui ont quitté leur bastion. Et aujourd'hui, les FARDC qui reprennent les positions de groupes armés, la paix qui revient à l'est du pays. Tout ça, c'est un bilan à défendre en 2023. Vous croyez à ce que les hommes politiques disent? Vous avez suivi les députés de l'Ituri qui appellent à la fin de l'état des sièges. Vous avez suivi Papa Molière? Je l'ai reçu encore la semaine passée, qui décriait l'état des sièges, qui pour lui disait que l'état des sièges n'avait pas encore rien apporté. Molière a même dit on fait prolonger plus de 10 fois l'état des sièges par mot d'ordre. Nous, les députés, nous ne savons pas les retombées de l'état des sièges. Il était sur mon plateau. Qu'est-ce que nous voulons exactement dans ce pays? Il n'est pas militaire. Hein. Lorsqu'on fragilise le bastion de Zadef à Béni, on sait ce que cela veut dire. Les Zadef à Béni. Moi, je ne veux pas rentrer dans des détails militaires. Vous savez que quand il y a état des sièges, on ne veut pas après qu'on dise, bon, démoralisation des troupes. Moi, je m'en tiens aux faits. Ici, je relaie les propos des députés de l'Ituri qui se posent énormément de questions sur les retombées de l'état des sièges. Je relaie ici le commentaire ou les propos de M. Molière Nembalemba qui se posent également des questions sur l'état des sièges et qui révèlent au public qu'ils sont en train de prolonger l'état des sièges, non pas après examen, mais par mot d'ordre. Alors, quelle sera la suite, Pérel Louara? Là, je vous pose une question en tant qu'analyste politique. Quelle sera la suite des événements avec le bureau Denis Kadima tel que ça nous a été présenté, remise et reprise et tout ça? Quelle sera la suite pour les élections de 2023? Vous sentez l'odeur des contestations qui arrivent? Est-ce que ces élections seront facilement acceptées? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous voyez en tant qu'analyste politique pour 2023? Moi, quand je regarde les comportements des uns et des autres sur la table,
je constate une chose. La première des choses, c'est que le président de la République, avec son union sacrée, a aujourd'hui décidé de faire un passage en force. Tout va aller en force. Ils ont le contrôle de la Cour constitutionnelle. Vous savez dans quelles conditions la Cour constitutionnelle a été mise en place. Les contestations qu'il y a eu lorsque le président de la Cour constitutionnelle a été mis en place. Rappelez-vous de l'affaire Ubundu, du juge Ubundu et du juge Kilombo, qui jusqu'aujourd'hui réclament encore leur poste au niveau de la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous des juges qui arrivent avant les tirages au sort. Il y a eu quand même un cafouillage sur la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Ceci démontrait déjà de la volonté de l'Union sacrée, de l'UDPS à pouvoir contrôler la Cour constitutionnelle. Nous arrivons aujourd'hui au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. En toute illégalité, l'Union sacrée investit, entérine M. Kadima. Là, ils veulent contrôler la Cour constitutionnelle et ils veulent contrôler la CENI. C'est ça la logique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les Congolais épris de paix, des gens qui aiment leur pays, doivent opposer un rapport de force à l'UDPS et à l'Union sacrée. Parce que la politique, c'est quoi? La politique, à un moment donné, c'est l'examen de rapport de force. C'est comme ça que j'encourage ces blocs-là. Il ne faut pas que l'UDPS ait l'impression que lui, tout ce qu'elle dit dans ce pays est une parole d'évangile. Parce que c'est ce qui se passe dans leur tête. Ils ont l'impression qu'eux, on ne peut pas contester ce qu'ils font. Il faut que les Congolais se retrouvent, se réunissent. C'est le rapprochement Kabila-Fayoulou qui étonne un peu l'UDPS. Fayoulou qui ne jurait que par le nom de Kabila qui a violé, Kabila qui n'a rien fait, Kabila qui n'est pas congolais. Et ce Kabila-là, aujourd'hui, qui se rapproche de Fayoulou. C'est ça l'analyse de l'UDPS. Fayoulou n'a pas récusé Kabila que l'UDPS. Hein. Je vous ai donné des exemples. C'est ça l'analyse. Non, ils font peur aux gens. Je vous ai donné des exemples ici, hein, madame. Rappelez-vous, 18 ans durant, l'UDPS nous a donné l'impression qu'il vivait en inimitié avec Kabila. Hein. L'UDPS a dit que Kabila était un Rwandais. L'UDPS a dit que le papa de Kabila n'était pas son papa. L'UDPS a dit que Kabila a détruit ses pays. C'était un ennemi public numéro 1. Mais ils ne se sont pas empêchés de pouvoir aller avec l'UDPS, avec Kabila, de signer des accords en Mbouela Lodge, de former un gouvernement ensemble. Nous sommes en politique, les alliances se font, les alliances se défont et les alliances se refondent. Donc, si aujourd'hui la République est en danger, moi, j'ai toujours cru que Kabila a été un très mauvais président, je le réaffirme ici. J'ai toujours cru que Kabila a détruit ce pays, je le réaffirme ici. Mais là, le président de la République, l'Union sacrée ne nous laisse pas de choix. Il faut que les anciens ennemis d'hier se mettent ensemble pour opposer un rapport de force à nos amis de l'UDPS, pour leur faire comprendre que la République ne leur appartient pas. C'est un bloc dangereux qui peut faire reculer l'Union sacrée. Justement, si les blocs se mettaient ensemble, l'Union sacrée va reculer. L'Union sacrée doit reculer et l'Union sacrée doit comprendre qu'il n'a pas le monopole des décisions dans ce pays. Alors s'il faut qu'ils reculent, ils doivent revoir la loi électorale. Tout est possible. Quel sera le format, le formule, une fois que l'Union sacrée comprendra qu'il n'est pas le seul maître à bord et qu'on peut lui opposer une résistance, les stratégies seront mises en place pour tenter de revenir et corriger les erreurs que je suis en train de voir aujourd'hui. Le plus important à l'heure où nous parlons, c'est de montrer à l'UDPS qu'il n'a pas le monopole de la popularité, qu'il n'a pas le monopole des Congolais. Donc, dans 2 jours, l'UDPS va montrer à ce bloc-là que la question de la rue concerne l'UDPS. C'est l'UDPS qui a le monopole de la rue. Là, c'est une grosse erreur. J'ai suivi Kabunda avec Chair des Poules dire on va faire la démonstration des forces. Mais c'est une erreur de dialectique. On n'arrive pas au pouvoir pour démontrer sa force dans la rue, messieurs. Les Congolais attendent que l'UDPS qui est au pouvoir nous démontre de quoi il est capable. Ils nous ont trouvé avec combien de pourcents d'accès à l'eau, à l'électricité? Il faut qu'ils nous disent. Kabila vous a laissé avec 3%, nous vous avons amené à 10%. C'est ça la démonstration qu'on attend d'eux. Il faut qu'ils nous disent, vous étiez à 3% d'accès à l'eau potable. Nous, l'UDPS au pouvoir, on vous amène à 15%. C'est ça la démonstration qu'on attend d'eux. Il faut qu'ils nous disent, on a trouvé l'Est de la République en proie de sécurité. Nous l'avons pacifié. C'est ce qu'on attend d'eux. Ils sont au pouvoir, madame. C'est ça le problème de nos amis de l'UDPS. Ils viennent à peine d'avoir un gouvernement, le gouvernement Samalou Kondé, qui est le gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement qui partage la même vision que Félix Tshisekedi. C'est le gouvernement qu'ils n'avaient pas il y a de cela 2 ans. Voilà une autre tricherie. L'UDPS nous a dit que Kabila a détruit les pays, non? Kabila a dirigé ce pays pendant 3 ans avec Jean-Pierre Bemba, avec comment il s'appelle, avec Jean-Pierre Bemba, Rouberois et Zaïd Ngoma. Pourquoi Kabila ne disait pas que j'ai dirigé? Kabila a organisé l'élection en 2006, il a dirigé le pays avec le PALU, qui n'était pas son parti politique. Qui ne sait pas que pendant 5 ans, Kabila était avec le PALU? Aujourd'hui, on met sur le bilan de Kabila les 18 ans. Pourquoi eux, ils veulent se cacher, se cabrer derrière cette affaire en disant non, c'est le bilan de l'UDPS, c'est le bilan de M. Tshisekedi. On le tiendra à rigueur, on lui demandera des comptes comme on a demandé à Kabila. C'est un faux fuyant. Kabila a pris le pouvoir, Kabila est allé à Sun City, Kabila a formé un gouvernement 1+4. Après 1+4, Kabila nous a organisé les premières élections ici. Il a pris
le vieux Gizenga, il a nommé Gizenga Premier ministre qui n'était pas de son parti. Mais Kabila ne s'est jamais dénié ou dédié de ses responsabilités. Il porte tout sur lui. Quand on dit que Kabila a détruit les pays pendant 18 ans, dans les 18 ans de Kabila, il faut enlever les 5 ans avec Palou, il faut enlever les 3 ans avec Jean-Pierre Bemba, Rouberois. Pourquoi lui, Kabila ne l'enlève pas? Eux, ils veulent nous expliquer, non, pendant les 2 ans, c'était long. C'est le bilan de M. Tshisekedi, c'est le bilan de l'UDPS. Ils nous rendront des comptes en 2023. Ils nous diront ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un argument de faible. Ça ne passera pas. Mais avec cette histoire de la CENI, là, en tant qu'analyste politique, je te pose cette question. Avec cette histoire de la CENI, ensemble, pour la République va subir un coup. Parce que nous voyons déjà, nous savons comment ça se passe, débauchage à l'Assemblée nationale. Ils vont arriver à perdre quelques députés, n'est-ce pas? Nous connaissons les habitudes et le comportement de nos députés. Sur la question d'ensemble, moi, je l'ai dit au départ. Moïse Katumbi a commis une grosse erreur. Lorsqu'il a été approché par M. Tshisekedi, moi j'ai fait des décrits, j'ai fait des analyses où je lui ai dit, M. Katumbi, vous n'avez pas de choix. Il faut accompagner le président Tshisekedi pour anéantir Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila était un homme honni, un homme vomi par les populations. Tous les efforts tendant à neutraliser Kabila avaient l'assentiment de la population. Donc allez avec M. Tshisekedi, les Congolais seront d'accord avec vous. Mais la grosse erreur, c'est quoi? La grosse erreur, c'est que quand Kabila est neutralisé, Katumbi, pour moi, ne devait pas participer à un gouvernement avec M. Tshisekedi. Il ne devait pas intégrer à ce gouvernement. Parce que, M. Tshisekedi démontre à la face du monde qu'il ne respecte pas ses engagements politiques. Deuxième élément, le bilan de l'échec et de l'amateurisme de nos amis de l'UDPS était déjà planté. Donc, aller dans un gouvernement qui donnait déjà les indices d'un échec, d'un bilan chaotique, était une grosse erreur par rapport à... Il y avait la pression aussi de ses cadres, de ses membres, non, moi, de ses députés, je crois que Katumbi devait... qui voulaient à tout prix participer à ce gouvernement. Non, je crois que Katumbi devait prendre sa décision pour ne pas y aller. Et puis, deuxième élément, vous me posez la question sur les débauchages. Les débauchages. Katumbi ne doit pas avoir peur de ça. Madame, laissez-moi vous rappeler, nous sommes en 2011 ici dans ce pays. Le président Tshisekedi, Étienne, d'heureuse mémoire, va aux élections, qu'il gagne, mais Kabila est proclamé président de la République. Qu'est-ce que Tshisekedi dit? Qu'est-ce que Tshisekedi dit? Tshisekedi ordonne à tous ses députés de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Mais ils ne l'ont pas suivi, tous sont allés. Les Sami Badibanga et les autres. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on arrive vers 2006, Sami Badibanga est débauché, Bruno Tshibala est débauché. Le débauchage, c'est une vie politique chez nous. Mais ça n'a pas empêché à son fils, Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, d'être président de la République aujourd'hui. Vous voulez me dire que les débauchages qu'on a eus... Non, il ne va pas avoir peur de débauchage. Si les gens vont être débauchés, que Katumbi laisse... Même si les 70... perdre la moitié de ses députés. Non mais attendez, toi tu parles de la moitié. Moi j'ai dit, même si on veut débaucher les 70 députés d'ensemble, Katumbi n'a plus d'avenir à l'Union sacrée. Il doit laisser l'Union sacrée débaucher ses députés. Ça ne va pas mettre fin à sa carrière politique. Il doit avoir le courage de faire une déclaration. Non, mais il le fera. Je suppose qu'il va le faire. Parce que Katumbi, aujourd'hui, il ne peut pas rester à l'Union sacrée pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est considéré comme un Jonas à l'intérieur de cette affaire. Il est aujourd'hui l'objet de toutes les insultes de l'Union sacrée. On dit de lui qu'il combat les gens de l'intérieur. Donc, rester là-bas, c'est prendre le risque de vivre avec des gens qui ne vous aiment pas. Deuxième élément, Katumbi a placé la question de Denis Kadima comme une ligne rouge à ne pas franchir. Or, M. Tshisekedi l'a franchi. Si vous restez là-bas, ça donne l'impression que vous n'êtes pas culotté, que vous n'avez pas des mots à dire et que vous ne respectez pas vos mots. Logiquement, pour son propre honneur, parce qu'on l'insulte là-bas, et deuxièmement, pour son crédit, Katumbi n'a plus d'avenir au niveau de l'Union sacrée. Il doit quitter l'Union sacrée. Sa place n'est plus là-bas. Quant à débaucher, il doit être courageux. Il ne sera pas la première formation politique qui vit les débauchages. Je lui rappellerai que l'UDPS a vu ses cadres être débauchés, mais aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. Ça veut dire que les gens peuvent partir, mais Katumbi restera, s'il travaille, il deviendra président de la République. Et en plus, l'UDPS commet l'imprudence de reproduire les erreurs de Kabila. Kabila a débauché tout le monde aujourd'hui. Mais nous en sommes où? Quel est le résultat de Kabila? Où est-il aujourd'hui? Vous pensez que la politique des débauchages menée par Kabila a fait quoi dans la vie de Kabila? Les gens commettent une grosse erreur. Ils ont combattu Kabila, mais ils reviennent, ils mettent en place des méthodes sur base des postulats et des axiomes que Kabila a placés. Kabila a échoué, l'UDPS échouera. Je prends date avec vous, on reviendra ici, on verra. Merci Pero Louara d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup madame, toujours un grand plaisir. Quand vous m'appelez, je suis là. Merci beaucoup.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.